La dette publique française, un sujet qui revient sans cesse, souvent décrit comme un poids immense, un fardeau qui nous écrase. Mais et si cette vision finalement passait à côté de l'essentiel? On va voir aujourd'hui que derrière le discours qu'on entend partout, il y a un mécanisme assez surprenant. Et à la clé, une question qui pèse plusieurs centaines de milliards d'euros. Alors voilà la question qui franchement change toute la perspective. Pour 2024, le déficit de l'État, c'est environ 170 milliards d'euros, d'accord? Mais dans le même temps, l'État prévoit d'emprunter 680 milliards, c'est presque 4 fois plus. Alors pourquoi? Comment on explique un écart pareil? C'est en creusant ce point précis qu'on va commencer à voir le vrai visage de la dette. Ok, alors pour bien comprendre, il faut d'abord s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler le mythe de la dette, c'est-à-dire l'explication qu'on entend en boucle. Ce récit, on le connaît par cœur. C'est l'idée que la France dépense trop, que son État-providence est beaucoup trop généreux. Et les coupables sont tout désignés, n'est-ce pas? Les retraites, la sécurité sociale. C'est à cause d'eux que le déficit explose. C'est simple, c'est martelé partout. Mais est-ce que les chiffres confirment vraiment cette histoire? Eh bien, quand on regarde la composition réelle de la dette, il y a une vraie surprise. La dette de la Sécu, celle qu'on nous présente toujours comme le problème, eh bien, elle ne représente qu'environ 9% du total. C'est tout. Le vrai mastodonte, le gros du morceau, c'est la dette négociable de l'État, 80%. Et ce mot négociable, il est absolument crucial. Ça veut dire que c'est une dette qui se vend et s'achète sur les marchés financiers. Bon, si l'essentiel de la dette ne vient pas de la Sécu, alors la question est simple. Où va tout cet argent? Pour le comprendre, il n'y a qu'une seule chose à faire, suivre l'argent. Et là, on touche au cœur du réacteur. On a d'un côté le déficit de l'année, en gros l'argent qu'il manque pour payer les dépenses, et de l'autre, la somme que l'État va vraiment emprunter. L'écart entre les deux est juste gigantesque. Ça prouve bien une chose, l'emprunt ne sert pas en priorité à financer les dépenses de l'année en cours. Voilà le point absolument central. La plus grosse partie de l'argent que l'État emprunte ne va pas financer les écoles, les hôpitaux ou les routes de 2024, non. Il sert à rembourser d'anciens emprunts qui arrivent à échéance. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Ce mécanisme a un nom d'ailleurs. On appelle ça le roulement de la dette. C'est un peu comme si pour rembourser un crédit, on en prenait un nouveau. Et ainsi de suite, sans jamais vraiment solder le compte. C'est exactement ce que fait l'État. Il repousse constamment le remboursement et à chaque fois, bien sûr, il paye des intérêts. Ok, mais alors, à qui profite tout ça? Parce que si l'État emprunte sans arrêt, ça veut dire que quelqu'un en face prête cet argent. Et logiquement, en tire un profit. Concrètement, comment ça se passe? C'est un circuit bien rodé. L'État, à travers une agence spéciale, l'agence France Trésor, émet des obligations. Ce sont des titres de dette. Des grandes banques privées les achètent en premier, ensuite elles peuvent les garder ou les revendre à d'autres investisseurs. Et bien sûr, à chaque étape, elles prennent leur part. Les intérêts, des commissions, des plus-values, c'est leur business. Et c'est là que ça devient assez particulier. L'agence qui est chargée de vendre la dette de la France est conseillée par qui? Par les représentants des banques qui achètent cette même dette. 11 des 15 principales banques autorisées à acheter directement la dette française sont étrangères. On a donc un système où les acheteurs conseillent le vendeur sur la meilleure manière de leur vendre le produit. Un mélange des genres assez étonnant. Face à cette situation, certains observateurs posent une question un peu provocatrice, mais qui résume bien leur analyse. Ils disent que la vraie question posée chaque année n'est pas comment on va réduire la dette, mais plutôt de combien on va enrichir les banques cette année. L'idée derrière, c'est que le système serait devenu une sorte de machine à profit pour le secteur financier. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à ce système ou est-ce qu'il existerait d'autres façons de gérer la dette d'un pays? C'est intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. Oui, d'autres modèles existent. L'Algérie, par exemple, est souvent citée. Le pays finance sa dette majoritairement en interne. Et là-bas, la dette n'est pas vue comme un fardeau, mais plutôt comme un outil, un levier pour investir, pour développer l'économie. Ça montre que la dette peut aussi être un instrument de souveraineté et pas forcément un tribut qu'on paye au marché financier. Et puis, il y a ce paradoxe qui est assez fascinant quand on y pense. Pour une banque privée, s'endetter massivement, parfois jusqu'à 3300% de ses fonds propres, ça s'appelle un effet de levier. C'est vu comme un outil technique normal. Par contre, pour un État, quand la dette dépasse 100% de sa production annuelle, on parle tout de suite de faillite morale, de mauvaise gestion. Ce deux poids, deux mesures est vraiment au cœur de toute la discussion. Au final, tout ça nous amène à une conclusion assez claire. La façon de gérer la dette, ce n'est pas une loi de la nature économique. C'est avant tout le résultat de choix politiques. Et schématiquement, il y a deux grandes voies qui s'opposent.
D'un côté, la voie de l'austérité. On coupe dans les dépenses publiques pour, dit-on, rassurer les marchés, quitte à freiner l'économie. De l'autre côté, une autre approche, agir sur les recettes, par exemple avec une fiscalité différente pour les plus hauts revenus et les grandes entreprises, afin de financer les investissements et de réduire le déficit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système actuel n'est pas tombé du ciel. C'est une construction politique qui est d'ailleurs consolidée par les traités européens. Il y a par exemple l'article 123 qui est fondamental. Il interdit aux États de se financer directement auprès de leur banque centrale. C'est cette règle qui les oblige, de fait, à passer par les banques privées et les marchés financiers. Tout ça nous laisse avec une question absolument fondamentale. Est-ce que la dette publique est forcément un fardeau qu'il faut réduire à tout prix, même en sacrifiant des dépenses publiques essentielles? Ou bien, est-ce que ça pourrait être un outil souverain, un levier à maîtriser pour investir et construire l'avenir? C'est sans doute de la réponse à cette question que dépendra beaucoup de choses dans les années qui viennent.